Le directeur général du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique chez le président Alassane Ouattara, Ibrahim Hassan Mayaki, est venu lui faire le point des activités du NEPAD. Suspendus depuis 3 ans, les concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration, sont de nouveau ouverts avec 300 places disponibles. Plus de précisions dans ce 13h. La communauté musulmane commémore ce mercredi la nuit du destin, nuit de la descente du Coran qui équivaut à 1000 mois d'adoration. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. Il y a eu Conseil des ministres ce matin, conseil présidé par le chef de l'État. La réunion a porté sur la vie et la marche de la nation. Nous reviendrons largement sur ce conseil avec Jérôme Kofi Abolin dans nos prochaines éditions. Le directeur général du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique a été reçu hier par le chef de l'État. Ibrahim Hassan Mayaki est venu rendre compte des activités du NEPAD en Côte d'Ivoire en tant qu'agence de développement de l'Union africaine au président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Viviane Aïmé. Fini l'époque des conférences et des colloques, le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, est maintenant dans sa phase de mise en œuvre, a expliqué à la presse le directeur général de l'agence du NEPAD, Ibrahim Hassan Mayaki. En effet, si le projet a vu le jour en 2001, depuis 2010, une agence pour le NEPAD a été créée au sein de l'Union africaine et qui s'occupe de sa mise en œuvre sur le continent. À cet effet, l'agence du NEPAD est présente dans 40 pays en Afrique. Reçu en entretien par le président de la République Alassane Ouattara, le directeur général de cette agence lui a rendu compte des activités de cette institution de l'Union africaine. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le Président de la République, auquel je suis venu rendre compte des activités que déploie le NEPAD comme agence de développement de l'Union africaine en République de Côte d'Ivoire. Donc cela m'a permis de faire le point sur des questions liées au développement de l'agriculture, à la mise en œuvre d'infrastructures critiques au niveau national et régional, aux questions relatives au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, parce que j'assure pour les 6 mois à venir l'intérim du secrétariat exécutif du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, et la Côte d'Ivoire s'est portée volontaire dans le cadre de ce processus qui est un processus de réflexion sur la gouvernance. Le directeur général du NEPAD est reparti satisfait, a-t-il dit, des instructions et recommandations du président de la République. Les ministres africains de l'emploi se concertent sur l'emploi jeune à Abidjan. La problématique de la formation, l'insertion des jeunes au centre de cette conférence qui réunit plus de 25 pays africains. Rencontre ouverte hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On fait le point avec Sidonie Waka Davila. Les jeunes doivent constituer pour nos nations africaines une force et une richesse, a dit Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre était présent à l'ouverture de la 3e conférence des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. Venu apporter son soutien et ses encouragements à cette action qui s'inscrit depuis dans la vision des autorités ivoiriennes, il a aussi partagé son optimisme. Le chômage des jeunes conduit au désarroi, à la marginalisation de la société et aux tensions de tous ordres, y compris leur implication dans les conflits armés. Mais fort heureusement, notre continent dispose d'atouts pour relever le défi. Il s'agit notamment des performances économiques remarquables, caractérisées, comme souligné tout à l'heure, entre autres, par un taux de croissance moyen annuel du PIB de l'ordre de 5% au cours des 4 dernières années. En dépit de l'importance des enjeux, nous avons bien des raisons de partager l'optimisme, surtout lorsque nous acceptons de mutualiser nos expériences et nos solutions les plus innovantes. Les jeunes, même s'ils apprécient l'initiative, ont vu en cette manifestation l'occasion de se faire entendre et surtout de s'assurer que cette 3e conférence portera ses fruits. Nous, jeunes, souhaitons une seule chose, que cette rencontre ne soit pas une rencontre de plus.
Nous souhaitons véritablement que nos préoccupations débouchent sur des perspectives d'action et non de réflexion. De l'assurance, le ministre Dosso Moussa, chargé de l'emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle, en a donné. La réunion d'Abidjan ne sera pas une réunion de plus. À cette rencontre, nous esquisserons de vraies solutions pour permettre de vous donner une meilleure visibilité pour les années à venir. En guise de solution, nos États élaborent souvent des réformes isolées, parfois avec les mêmes stratégies déjà expérimentées, sans grand succès, sous d'autres cieux. C'est pour toutes ces raisons qu'il me plaît particulièrement de réitérer l'expression de ma reconnaissance à l'endroit de tous les responsables nationaux et surtout de l'ADA pour leur volonté partagée de promouvoir les échanges entre nos pays africains et de pouvoir ainsi s'inspirer mutuellement des expériences réussies et des bonnes pratiques. Des propos qui donnent aux jeunes de croire en un avenir meilleur. Les différentes pistes d'action proposées par les experts le 21 juillet dernier seront revisitées une à une. Elles seront validées après observation et modification par les ministres participant à la 3e conférence du pôle qualité interpays pour le développement des compétences techniques et professionnelles PQIP-DCTP. Et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent entrer à l'ENA, l'École nationale de l'administration. En effet, après 3 ans de suspension, les concours pour entrer dans cette école sont à nouveau ouverts. 300 places sont disponibles. Des innovations sont également prévues afin d'offrir à l'administration publique ivoirienne des hommes de qualité. Siaka Kone et Franck Quadio pour plus de détails. La maîtrise de l'effectif des fonctionnaires et de la masse salariale, des raisons qui ont motivé la suspension des concours d'entrée à l'ENA depuis 2011 et qui ne se justifient plus selon Evelyne Yapo, directrice de l'École nationale d'administration, ENA face à la presse, le gouvernement ayant fait les efforts nécessaires. Le concours d'entrée pour 2015 à l'ENA est donc lancé et les candidats invités à s'inscrire en ligne sur le site web de l'ENA www.ena.ci du lundi 28 juillet au lundi 29 septembre 2014. Autre mesure adoptée par le gouvernement cette année, le recul de l'âge limite des candidatures de 2 ans compte tenu de l'interruption du concours pendant 3 ans. Evelyne Yapo note également d'autres aménagements relatifs au concours direct. Ces épreuves qui se déroulaient auparavant en une seule étape seront étalées dans le temps et se dérouleront en 3 étapes ou phases. La première phase permettra d'apprécier le niveau de culture générale des candidats, notamment la maîtrise des règles de la langue française. La deuxième phase portera sur un sujet d'actualité, la maîtrise de l'anglais et un test d'organisation. La 3e étape portera sur les épreuves classiques. Pour la fiabilité du concours, la directrice de l'ENA rassure, une stratégie non dévoilée pour le moment est mise en place. De plus, le nombre de places cette année est de 300 tous cycles confondus. Une façon, selon la direction, de rehausser l'image de l'établissement qui demeure une référence dans la sous-région. Le ministère de l'Agriculture était au siège des assemblées des régions et districts de Côte d'Ivoire. Il s'agissait de présenter les opportunités de mise en œuvre du PENIA dans les régions de Côte d'Ivoire, faire le bilan des actions déjà réalisées, recueillir les avis des présidents des conseils régionaux pour une meilleure collaboration. On fait le point avec Noé Nyagno. Être un discours, le programme national d'investissement agricole, sa vision, relancer le développement agricole partout en Côte d'Ivoire et in fine réduire sensiblement la pauvreté. Comment mettre cet outil de référence à la disposition des premiers responsables du développement local que sont les présidents des 31 régions et 2 districts de Côte d'Ivoire. Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, a trouvé la solution. Elle a été mise en œuvre ce lundi au siège de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire ici à Abidjan-Cocody. 2 heures durant, la quasi-totalité des présidents des régions et le président du district de Yamoussoukro ont suivi avec une intention soutenue la présentation du PENIA dans tous ses compartiments. Ils ont échangé avec le ministre et ses collaborateurs sur les opportunités qu'offre le PENIA pour leurs régions respectives. De cette rencontre, il est ressorti une volonté pour les présidents de conseils régionaux et des districts s'impliquer davantage dans la mise en œuvre du PENIA. Ce programme, dans tous ses détails,
a pris en compte les préoccupations basiques de la population ivoirienne. Et à la suite de nos échanges, nous avions pu découvrir qu'une cartographie de tous les grands projets réalisés, bien qui sont en cours de réalisation par le ministère de l'Agriculture sur toute l'étendue du territoire. Les perspectives sont bonnes parce que les infrastructures agricoles sont en train d'être remises à niveau. Sangafoua Coulibaly s'en sort avec la conviction d'avoir recruté de nouveaux collaborateurs pour relever le défi de la relance du secteur agricole. Un secteur qui sera pour longtemps encore le vecteur de la croissance de l'économie ivoirienne. Ce que vous pouvez retenir après cette rencontre, c'est que vous avez deux administrations, l'administration centrale et l'administration décentralisée, qui ont décidé désormais d'unir leurs forces pour donner des résultats probants, beaucoup plus amplifiés au niveau du secteur agricole. Conçu en 2012, le PNIA, Programme national d'investissement agricole, a mobilisé plus de 2000 milliards de francs CFA, dont 60% les intentions d'investissement pour les privés. L'agriculture familiale à la loupe, c'était lors d'une rencontre dénommée Café de l'agriculture. L'initiative est de la Chambre nationale de l'agriculture pour dégager les difficultés que rencontre le secteur. Bertin Guessan et Francis Boifo. Ministère technique, coopératives agricoles et partenaires au développement réfléchissent sur la mutualisation des moyens pour une agriculture familiale moderne. La rencontre est organisée par la Chambre nationale d'agriculture en collaboration avec la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, PANA-FC. C'est un espace que nous avons voulu créer pour les agriculteurs afin de débattre de tous les sujets qui intéressent le monde agricole en général. L'agriculture familiale porte sur la foresterie, la pêche, l'aquaculture et la production pastorale gérée et exploitée par une famille. Selon les experts, cette agriculture est un facteur de souveraineté et de sécurité alimentaire. Pourtant, cette activité fait face à des contraintes. Il y a un a priori négatif qu'il faut faire tomber. Et puis, il y a la question de l'accessibilité au financement pour développer son exploitation. Que faut-il alors pour une meilleure agriculture familiale en Côte d'Ivoire? Quand on connaît le taux de croissance de la population ivoirienne, le taux d'urbanisation en Côte d'Ivoire, donc l'exploitation familiale doit pouvoir produire plus pour entrer dans le marché en dégageant un surplus de production. Ensuite, au niveau des autres défis, il y a le défi de la modernisation. 70% de la nourriture consommée dans le monde provient de l'agriculture familiale. L'Atiéké émergent est désormais une réalité à Songon-Kassamblé grâce à une usine de production d'Atiéké. Cette unité moderne et complète de transformation de manioc en Atiéké frais est un don du gouverneur du district d'Abidjan, Begremambé. Et depuis plusieurs mois, les femmes de l'association Haïfin de Songon-Kassamblé, bénéficiaires de ce don, travaillent dans de bonnes conditions. Le constat sur le terrain de Grace Kando et Serge Colliac. Pendant longtemps, les femmes de Songon-Kassamblé ont produit de façon artisanale l'Atiéké, cette semoule de manioc très prisée par les consommateurs. On partait nous-mêmes chercher du manioc au champ. Bon, on épluchait, on pilait dans le mortier. Après avoir pilé, on mettait ça dans les paniers. 3 jours après, on mettait ça dans les sacs. Et on superposait les cailloux. Les gros cailloux là, on mettait dessus. Et puis on s'asseyait dessus pour faire passer la pâte. Elle se donnait beaucoup de peine pour peu de résultats. Cette période est désormais révolue. Le travail est beaucoup plus aisé depuis l'installation de cette unité moderne. Les machines se chargent de toutes les étapes de transformation du manioc en Atiéké frais. Les femmes de l'association Haïfin gagnent en rapidité et en efficacité. Le produit fini est appelé Atiéké émergent du fait de sa qualité. Il y a des personnes qui viennent, qui passent la commande de 250 à 100 000, à 50 000. Il y a des personnes qui viennent, quand elles veulent voyager, elles viennent, elles commandent pour aller au Burkina, pour aller en Europe. À Songon-Kassamblé, les femmes ont désormais une entreprise qui leur apporte de l'argent. Elles arrivent à se prendre en charge et peuvent contribuer à l'essor de ce village de la commune de Songon. Le président Ouattara, dans son programme de gouvernement,
a décidé, n'est-ce pas, de favoriser le développement de nos villages en portant l'accent sur les deux segments les plus vulnérables de notre société, à savoir les femmes et les jeunes. Les femmes, avec cette machine de fabrication de la kéké, vont pouvoir se prendre en charge et investir, n'est-ce pas, dans de nouvelles opérations. Les femmes de l'association AIFIN saluent les actions du président de la République qui, à travers le gouverneur Abegré Mambé, a décidé d'aider les femmes de plusieurs villages du district d'Abidjan à donner une dimension industrielle à la production de la téké en installant ces unités modernes qui leur permettent de commercialiser la téké émergent. Après l'adoption de leur statut, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire rendent hommage au président Alassane Ouattara. Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour marquer leur reconnaissance au chef de l'État. Ils ont tenu à l'exprimer au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le compte rendu d'Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, élevé au rang des grands chefs coutumiers de Côte d'Ivoire par le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Honorés par les députés, les têtes couronnées, très attentifs au processus d'élaboration du statut qui régit leur organisation, ont témoigné leur reconnaissance au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et leur tutelle, qu'ils ont chargé de transmettre leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour avoir tenu sa promesse de doter les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire d'un statut. Cette loi, fraîchement adoptée par nos élus, vient de se faire réparer une injustice douloureusement ressentie et de la façon la plus stoïque possible dans le bénévolat par vos parents, vos vieux que sont les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire depuis plus de 79 ans. Les rois et chefs traditionnels assurent le président de la République de leur soutien sans condition dans l'accomplissement de l'œuvre de reconstruction qu'il a entreprise ces 3 dernières années. Le statut, à son sens, il est bienvenu et c'est une première en Afrique occidentale parce que c'est une loi avant-gardiste. Dieu merci, cette année, le président Alassane a signé le statut. Pour moi, c'est une grande joie pour nous. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, tout en leur promettant de transmettre leurs demandes d'audience au chef de l'État, les a exhortés à être des acteurs de paix pour favoriser le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Que cette chambre puisse gérer les conflits entre les communautés, donc apporter une contribution à la marche de l'État à travers les forces de proposition au gouvernement et au chef de l'État. Les rois et chefs traditionnels ont souhaité rencontrer le président à l'occasion d'une rencontre historique et mémorable où tous les chefs et tous les rois de Côte d'Ivoire viendront lui rendre hommage, lui dire merci. Donc très bientôt, nous allons informer l'opinion nationale de la tenue de cette rencontre qui devra avoir lieu en septembre ou en octobre. Le projet de loi portant création et organisation d'un statut de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire a été adopté le 11 juillet dernier par les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les ex-combattants, eux, sont satisfaits des actions que mène la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration pour leur réinsertion. Ils l'ont fait savoir hier à Angré au cours d'une cérémonie de reconnaissance qu'ils ont eux-mêmes initiée, suivant ce reportage d'Awa Sissé commenté par Gabriel Zani. Exerçant dans les secteurs du transport, de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, ces ex-combattants sont désormais des opérateurs économiques. Après avoir manié les armes au plus fort de la crise en Côte d'Ivoire, ces 400 jeunes ont réussi leur reconversion. Cela grâce au programme de réintégration mis en place par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Aujourd'hui, ils expriment leur reconnaissance à l'État. Grâce à ADDR Audi, je suis opérateur économique. C'est un rêve. On a quelques Woro sur la ligne de Makori-Koumassi et Port-Boué. Et aujourd'hui, notre structure a fait fusion avec plusieurs structures de Port-Boué. Zirika Dakouri, ex-milicien, a profité de cette occasion pour demander à ses amis réticents ou en exil d'adhérer au processus de réintégration. J'ai lancé un message à tous mes amis pour qu'ils viennent intégrer le mouvement. Parce que le président Alassane Ouattara a tendu la main à tout le monde. Donc, j'aimerais que tous mes amis qui sont en exil rentrent.
Pour le représentant du directeur de l'ADDR, ces ex-combattants constituent des modèles de réintégration. Ils sont le témoignage du succès du processus DDR initié en août 2012. Que ceux qui attendent encore doivent avoir confiance au processus. Et nous, par ce genre d'activité, par ce genre de personnes qui viennent volontairement nous dire qu'ils ont bénéficié du programme et qu'ils sont satisfaits, c'est un appel qu'on lance aux autres pour leur dire de croire au programme et de venir volontairement et que nous avons des mécanismes pour leur réintégration. Aujourd'hui, chef d'entreprise, jeune dynamique pour réduire la pauvreté et contribuer au développement durable de la Côte d'Ivoire. À ce jour, 47 000 ex-combattants selon l'ADDR ont été réintégrés. Notre environnement se dégrade de plus en plus en Afrique. Face à la situation, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et le groupe de réflexion des organisations des écologistes des Caraïbes et Afrique francophone conjuguent leurs efforts afin de freiner la progression du phénomène, nous dit Franck Quadio. En plus de ses missions, dont le retour des réfugiés sur leur sol d'origine et la protection des humains, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés œuvre à la promotion d'un environnement sain et aéré. Pour saluer cet engagement, le groupe de réflexion des organisations des écologistes des Caraïbes et d'Afrique francophone, en son siège à Lomé, au Togo, a rendu hommage à l'organisme onusien qui partage les mêmes ambitions que lui. À l'avenir, créer une université, un centre de recherche sur les données écologiques et météorologiques en Afrique. Et donc, les prérogatives de GORECAF, c'est veiller à un environnement sain, veiller à ce que tout ce qui est écosystème environnemental, écosystème forestier, animalier, en tout cas tout ce qui est écosystème sur cette planète Terre vive bien. Et que bon, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de dégâts collatéraux. Dans sa campagne de sensibilisation pour un environnement propre, Séraphin Yorokba a reçu le soutien du président de l'Assemblée nationale et du ministre de l'Environnement de la République du Togo, pays qui abrite le siège du groupe de réflexion des organisations des écologistes des Caraïbes et d'Afrique francophone depuis juillet 2012. Commentaire signé Abou Sanogo. Encore un incendie au quartier Colombie hier. Ce même quartier, vous le savez, a enregistré il y a à peine une semaine un feu qui avait fait un mort. Qu'est-ce qui s'est passé encore hier pour qu'il y ait des flammes au quartier Colombie de Plateau? Suivons ce reportage de Franck Quadio. Samedi 12 juillet, environ 500 habitations parties en fumée aux Oliviers, ex-quartier Colombie. Bilan, un mort. 10 jours plus tard, mardi 22 juillet, scène similaire, des sapeurs-pompiers venus encore éteindre un feu. À quelques mètres du premier site, un incendie emporte une cinquantaine d'habitations. Ces dames disent avoir tout perdu. Tout s'est brûlé, je n'ai rien eu. C'est ce qui est ici à la c'est ce qui est ici, moi, comme habite. Le feu, qui selon la plupart des témoignages serait venu de l'une de ces maisons de fortune situées entre ses domiciles et magasins de briques. Un voisin aurait oublié de fermer la bouteille de gaz. Désiré vit dans l'une de ces baraques. Il n'a pu sauver que ses pièces d'identité. On m'a appelé que ma maison a pris feu. J'ai couru pour venir, mais aiguille, je n'ai pas trouvé. Mais sincèrement, ce n'est pas nos fautes, on est dans baraque. En dur, on ne peut pas prendre en dur. Cochon que les gens demandent, c'est trop pour nous. Larmes et désolation et quelques tentatives pour sauver de maigres affaires. La jeunesse du quartier s'organise comme elle peut. Nous sommes aussi sur ce site pour enregistrer les sinistrés de l'incendie. Parce que la dernière fois, de l'autre côté de la maternité, il y a eu un même drame aussi. Les autorités sont venues nous demander les travaux à faire. Nous, on est parti prendre les habits, le matériel pour les sinistrés. Après, nous sommes arrivés, on voit encore la fumée qui s'élève de l'autre côté du quartier. Et on vient, voici tous ces dégâts qui se sont produits. 2 incendies en moins de 2 semaines et chaque fois causés par des gestes d'imprudence. Une réalité qui interpelle de plus en plus sur la précarité de l'habitat dans de nombreux quartiers du district d'Abidjan. À Bobo, les populations ont bénéficié gratuitement de conseils de dépistage gratuit du diabète. Cela a été possible grâce au Club Service Jeune Chambre Internationale Abidjan Élite. Reportage Herman Niamien. L'enceinte de la mairie d'Abobo a servi de cadre à cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du diabète initiée par la Jeune Chambre Internationale Abidjan Élite.
Cette action préventive placée sous le thème « Le diabète et ses complications » intervient après une série d'actions, notamment un don d'insuline, une conférence publique et une campagne similaire dans la commune d'Atekoubé. Le combat que nous menons contre le diabète est une réalité et chaque année nous faisons des efforts supplémentaires pour réduire le risque de cette pandémie parce que nous reconnaissons au niveau de notre organisation que le diabète est un tueur silencieux. Cette action sociale fortement saluée par les populations et les responsables municipaux s'inscrit dans la vision de la Jeune Chambre internationale Abidjan Elite qui a décidé d'exécuter son mandat exclusivement autour de projets communautaires. À Bouaké, l'association Djigui soulage les musulmans. Cette association leur a offert des vivres et non-vivres. Regardez. C'est en ces mois de piété, de pardon et de partage que l'une des associations des ressortissants de Paris à Bouaké a décidé de retourner au Bercail. Les membres de l'association Djigui ne sont pas rentrés les mains vides. Ils ont apporté des vivres en guise de leur soutien à leurs parents musulmans, donc composés de sucre, de lait et de riz à 6 mosquées et à des associations des quartiers de la ville de Bouaké. Occasion pour le président de l'association Djigui d'exprimer sa gratitude à ses géniteurs. Traoré Ismaël a annoncé de nombreuses autres actions. D'ici décembre encore, nous avons un budget prévisionnel sur lequel nous voulons donner encore du matériel médical à l'hôpital de Bouaké. Mais dans tout ça, il faut que vous priez pour nous, pour que Dieu nous donne la force de pouvoir assumer ça. Ce geste de haute portée spirituelle a été apprécié par les imams et les chefs des quartiers bénéficiaires. Ils ont également exhorté les membres de l'association Djigui à toujours se souvenir de leurs parents restés au pays avant de leur faire des bénédictions. Je voudrais réitérer la parole du sage qui dit qu'on ne remercie pas un ami qui vous fait un don, on prie pour lui. Nous, ce qu'on peut faire, c'est prier pour ceux qui nous ont fait ce don, qui aident un peu, un tant soit peu, cette population qui a vraiment besoin d'aide. On prie pour que Dieu leur accorde longue vie, santé, bonheur, pour que de tels actes-là leur soient permis dans l'avenir. L'association des ressortissants de Bouaké à Paris a à son actif plusieurs actions. Des dons de lits médicalisés à l'ONG Children for Africa, de la première dame, Dominique Ouattara, et de médicaments à des structures sanitaires. Cette distribution de sucre, riz et lait aux imams est à sa 2e édition. Et cela fait précisément 26 jours que les musulmans observent le jeûne. C'est justement dans la nuit du 26e jour au 27e jour que la communauté musulmane commémore la nuit du destin. Pourquoi la nuit du destin? Élément de réponse dans ce reportage d'Ami Sissoko, commenté par Franck Kouadio. À Bobo, Anador, mosquée Al-Moubarak, mardi 22 juillet, il est 18h35, l'heure de la rupture du jeûne et de la prière. Dans cette mosquée, du côté des femmes, des rideaux baissés. Fatoumata, la cinquantaine, révolue comme une trentaine d'autres fidèles, a eu le domicile derrière ces rideaux depuis le 19e jour du Ramadan. Elle est en retraite spirituelle ou itikaf en arabe. Un rituel auquel elle s'adonne depuis plus de 7 ans. Objectif, ne rater sous aucun prétexte les bénédictions et miséricordes de la nuit du destin ou l'Ahilatul Qadr. Nous sommes ici pour la recherche de la nuit du Qadr qui se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de jeûne, comme le prophète l'a toujours recommandé. Et nous faisons des zikrs, la lecture du Coran, des tafsirs pour adorer le Seigneur. Le respect scrupuleux des recommandations du prophète, une tradition prise à cœur aussi par les jeunes. Bon, ici, nous sommes là dans le cadre de l'Itikaf. C'est une tradition que le saint prophète Muhammad observait durant les derniers instants du mois de Ramadan. C'est le moment des Moussajab, autrement dit, c'est le moment où les invocations sont vite exaucées. Nous prions en plein temps pour obtenir la nuit du destin. La nuit du destin, c'est la nuit de la révélation et de la descente du Saint-Coran. La dévotion au cours de cette seule nuit équivaut à 1000 mois d'adoration d'Allah, soit un peu plus de 83 ans. C'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala décrète le sort de ses serviteurs. La nuit du destin, c'est la nuit la plus importante des nuits de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une invocation, tu dois faire beaucoup cette invocation. C'est quelle invocation? Tu dis, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna, qui signifie, oh Allah, tu aimes le pardon, tu es le pardonné et pardonne-nous. La nuit du destin est dissimulée par Allah dans les 10 dernières nuits du Ramadan afin que les fidèles musulmans s'adonnent avec détermination à la quête perpétuelle du divin.
Les musulmans vont veiller donc cette nuit dans les mosquées et compte tenu de l'événement, demain jeudi est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Et pour terminer, en Libye, au moins 4 soldats ont été tués dans un double attentat suicide contre une base militaire à Benghazi. L'attaque a été perpétrée par 2 kamikazes. C'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.